Nassif Fiti, bonjour, vous êtes le porte-parole de la Ligue arabe. Merci de répondre à nos questions pour i24 News. Alors, cette semaine concernant la crise syrienne s'annonce cruciale. Alors, entre une administration américaine qui tient un discours très offensif, mais qui attend le vote de son Congrès, avec un François Hollande qui est l'otage de la décision que prendra le Congrès américain, et puis avec quelques pays arabes comme l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie qui sont prêts à en découdre avec Bachar el-Assad, comment voyez-vous la suite des événements? Écoutez, je peux commenter en tant qu'observateur des décisions qui sont prises dans les sociétés occidentales, dans les systèmes occidentaux. Dans ce sens-là, c'est toujours un peu compliqué, surtout qu'il y a l'affaire de l'opinion publique, surtout qu'il faut mettre ça devant l'opinion publique à travers ces représentants, que ce soit au Congrès ou que ce soit à l'Assemblée nationale, dans les deux cas de figure, pour légitimer une certaine décision. Donc c'est très complexe et c'est très compliqué. Là, je commente en tant qu'observateur concerné, bien sûr, de cette situation, de ce genre de décision, tout en réservant après mon avis et l'avis officiel sur des décisions de ce genre-là, ou l'importance des décisions ou les répercussions des décisions de ce genre-là. Avec l'approbation des États-Unis, quand François Hollande dit vouloir consulter à nouveau le Conseil de sécurité des Nations Unies, auquel on va se heurter forcément à un veto russe et un veto chinois, il attend aussi le résultat du rapport des inspecteurs de l'ONU. Est-ce que finalement, l'Occident et ses alliés ne sont pas en train de reculer de peur de provoquer une crise majeure? Le rapport n'est pas censé incriminer un camp ou un autre. Le rapport est censé dire s'il y a eu utilisation des armes chimiques et quelle arme chimique ou quel genre d'arme chimique a été utilisé. Donc, John Kerry, qui était à Paris ce week-end, a dit « La Syrie, c'est notre Munich. On ne peut pas reculer, a-t-il ajouté, face aux atrocités commises par le régime de Bachar el-Assad. » Il a parlé de crimes contre l'humanité, mais s'il n'y a pas d'intervention, ne pensez-vous pas que Bachar el-Assad va poursuivre son macabre dessein avec ses alliés iraniens, le Hezbollah, et que finalement, l'Occident aura perdu sa crédibilité et ne sera plus le défenseur des libertés? Personnellement, je ne suis pas pour le déclenchement d'une crise majeure, ni pour une frappe en dehors du Conseil de sécurité, en dehors d'une décision du Conseil de sécurité. Mais ce que je tiens à dire dans tout ça, encore une fois, c'est que le système de décision est tellement complexe et compliqué qu'il faut avoir la plus grande légitimité possible et qu'il faut avoir un recours aux Nations Unies, donc un rapport présenté aux Nations Unies et donc présenté aux membres des Nations Unies après pour voir ce qui s'est passé sur le terrain concernant l'utilisation des armes chimiques. Ce qui, dans ce cas-là, ceux qui veulent, je dis ceux qui veulent, encore une fois en tant qu'observateurs, ceux qui veulent aller loin dans une action militaire puissent trouver plus de légitimité chez eux. En dehors du Qatar, de l'Arabie saoudite et de la Turquie, il y a beaucoup de pays arabes au sein de la Ligue qui ne veulent pas d'une intervention militaire parce qu'ils se disent finalement, est-ce qu'après Bachar el-Assad, ça ne sera pas pire? Quelque part, est-ce que Vladimir Poutine n'a pas raison quand il reproche à l'Occident d'avoir lâché Moubarak, Ben Ali, Kadhafi, en disant à Obama et à ses alliés, messieurs, vous êtes bien gentils, mais les régimes qui sont en place aujourd'hui sont pires que les précédents. Poutine, lui, a envie de garder Bachar el-Assad parce qu'il a ses intérêts stratégiques en Syrie. Pour toute action militaire, la position du Conseil ministériel de la Ligue des États arabes est très claire. La décision, je fais référence à la décision adoptée le 1er septembre. Sûrement, il y a des États qui vont au-delà de ça, mais la décision de base est la suivante. C'est que toute action militaire doit être entreprise dans le cadre des Nations Unies, d'après la Charte des Nations Unies ou sur la base du droit international. Est-ce que vous pensez que pour éviter une implosion généralisée, il y a encore une petite chance pour que le président russe puisse exercer des pressions sur la Syrie, l'Iran et le Hezbollah pour les amener à la table des négociations, à ce qu'on appelle déjà, peut-être en rêvant, Genève 2? La position de la Ligue des États arabes a été toujours la suivante, et je répète les deux éléments basiques. La première chose, le secrétaire général a fait appel plusieurs fois au secrétaire général, au président du Conseil de sécurité et ainsi aux membres du Conseil de sécurité pour réunir le Conseil de sécurité pour adopter une résolution concernant la cessation d'hostilité de part et d'autre. C'est une condition nécessaire, sine qua non, pour pouvoir aller à la table de négociation. Deuxième point très important, c'est d'aller surtout vers Genève 2.
parce que la solution ne peut être que politique en Syrie. Il n'y a pas de solution militaire. Toute solution militaire crée beaucoup plus de problèmes et n'aboutira pas à un règlement de la question syrienne. S'il y a une attaque limitée dans le temps, ciblée, est-ce que vous pensez qu'il n'y a quand même pas malgré tout un danger de provoquer une crise majeure dans tout le Moyen-Orient? Une fois je vous livre mon analyse personnelle, je pense que toute attaque du genre de Kosovo 2 dans ce sens-là, même un mini-Kosovo, peut basculer dans une guerre ouverte autour de la Syrie qui rend la situation beaucoup plus compliquée, encore une fois, et complexe, parce que le conflit autour de la Syrie est beaucoup plus structurant que le conflit en Syrie. L'importance géopolitique de la Syrie fait cette affaire-là.